Quand un homme tue, la société est choquée, mais elle n'est pas surprise. Quand une femme tue, c'est autre chose. Quelque chose déraille, parce que ce corps-là n'est pas censé passer à l'acte. Le corps féminin est censé contenir, soigner, tenir, encaisser. Alors quand il tue, ce n'est pas seulement un crime, c'est une rupture. Cet épisode ne cherche pas des excuses, il cherche à comprendre. La justice juge un acte, la clinique cherche à comprendre un chemin. Et ce chemin dit quelque chose de nous, de ce que la société voit et surtout de ce qu'elle laisse sans bord. Bienvenue dans Clinique du crime. Cet épisode marque un tournant dans la saison 2, les corps blessés. Le crime masculin choque, mais il ne surprend pas. Cliniquement, il est souvent pensé comme une extériorisation pulsionnelle, une attaque de l'objet, une domination agie. Il s'inscrit dans une grammaire connue, presque familière: violence, pouvoir, territoire, conquête. Même quand il transgresse la loi, le crime masculin confirme l'ordre symbolique. Il est compatible avec nos récits, avec nos catégories, avec nos mythes. Nous savons quoi en faire, nous savons comment le nommer, nous savons comment le raconter. Le crime féminin, lui, ne s'inscrit pas dans cette continuité. Il est bien souvent lié à l'implosion plutôt qu'à l'explosion, le clivage plutôt que la décharge, le retournement de la violence plutôt que son déploiement frontal, et l'effondrement du lien plutôt que sa conquête. Mais surtout, il vient heurter une attente archaïque profondément ancrée. La femme est associée à la vie, à la naissance, à la continuité, à la transmission. Symboliquement, le corps féminin est un corps qui donne la vie. Il n'est pas censé donner la mort. Alors quand une femme tue, ce n'est pas seulement la loi qui est transgressée, c'est un ordre symbolique entier qui vacille. Une femme qui tue ne rompt pas seulement une règle, elle rompt un contrat fantasmatique, celui d'une femme contenante, d'une femme qui amortit, qui soigne, qui régule, qui tient. Une femme qui protège la vie même quand elle souffre. Quand cette femme-là tue, elle ne sort pas seulement de son rôle social, elle sort du rôle symbolique qui lui a été assigné depuis toujours. Une femme qui ne contient plus, une femme qui ne soigne plus, une femme qui ne donne plus la vie, mais qui donne la mort. Et c'est précisément cela qui désorganise la société, non pas la violence en soi, mais le corps qui la porte. Quand une femme donne la mort, la réaction est presque toujours la même. On est choqué, révolté, on condamne, et souvent on s'arrête là. Mais s'arrêter là, c'est renoncer à comprendre. Or, la clinique commence précisément là où l'on accepte de ne pas rester uniquement dans le jugement. Si l'on veut penser ce qui s'est joué, il faut quitter l'émotion immédiate et revenir au temps long. Je ne vais pas revenir sur les trajectoires de Aileen Wuornos, Manuela González et Bettina Beau. Elles ont déjà été racontées dans les épisodes précédents. Ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le mode opératoire, ni le nombre de victimes, ni la préméditation, mais un point clinique commun, massif et transversal: l'absence durable d'un espace de transformation psychique. Pas seulement l'absence de thérapie, mais l'absence de tiers fiables, lieu de dépôt, reconnaissance subjective, élaboration des affects. Avec Wilfred Bion, on peut penser cela très précisément. Pour Bion, une expérience humaine ne devient pensable que si un autre, c'est-à-dire une personne, une institution, un cadre, peut la recevoir, la contenir, la transformer. Quand cette fonction fait défaut, les expériences restent à l'état brut, avec la peur, la honte, la terreur, l'impuissance. Elles ne deviennent pas des pensées, elles deviennent des charges. Ce qui n'a jamais été transformé ne peut ni se symboliser ni s'apaiser. Cela circule, cela envahit, et parfois cela agit. La question n'est donc pas pourquoi elles ont tué, mais qu'est-ce qui, pendant des années, n'a trouvé aucun lieu pour devenir pensable. Quand rien n'a pu devenir pensable, le psychisme ne s'effondre pas immédiatement. Il s'organise.
Ce que la société confond trop souvent avec de la solidité psychique est en réalité une organisation défensive, souvent très efficace. Le clivage, par exemple, n'est pas une pathologie spectaculaire, c'est une solution. Une solution coûteuse, mais une solution quand même. Une partie de soi fonctionne, travaille, aime, éduque, tient. Pendant ce temps, une autre partie porte l'expérience brute, sans mots, sans témoin, sans élaboration. Entre les deux, aucune circulation. Ce type de fonctionnement est socialement valorisé. Il rassure, il produit, il ne déborde pas. C'est ce que l'on a vu chez Manuela. Une vie qui fonctionne, une façade intacte, un quotidien sans heurts apparent. Le clivage tient tant que personne ne demande ce qui se passe derrière. Chez Bettina, ce n'est pas tant le clivage qui domine que l'endurance. Tenir pour les autres, tenir pour le couple, tenir pour le travail, tenir pour le système. Tenir devient une identité. Mais cliniquement, tenir sans transformation, tenir sans reconnaissance, tenir sans tiers n'est pas de la solidité. C'est une mise sous tension permanente, une organisation qui ne repose pas sur l'élaboration, mais sur l'effort. Et puis il y a Eileen. Chez Eileen, ni clivage sophistiqué, ni endurance socialement reconnue, mais une autre forme d'hyperadaptation. Le corps comme seul lieu de survie. Quand il n'y a ni tiers, ni cadre, ni protection minimale, le psychisme s'organise autrement. Le corps encaisse, le corps se défend, le corps devient le dernier rempart. Là où Manuela clive, là où Bettina tient, Eileen survit. Trois modalités différentes, une même logique. Faire avec ce qui est possible quand rien n'est transformable. Ces organisations tiennent parfois des années, parfois toute une vie, mais elles tiennent sans marge. Et quand elles s'effondrent, il ne s'agit ni d'une crise passagère, ni d'une impulsion isolée, il s'agit d'une chute de structure. La société adore les femmes solides, les femmes qui tiennent, les femmes qui ne demandent rien, mais elle ne sait pas quoi faire des femmes épuisées psychiquement. Ces trajectoires montrent une bascule possible vers l'acte. Une bascule qui ne tombe pas du ciel, mais qui se construit quand le trauma est porté seul, sans soin, sans relais, sans tiers. Et c'est là que la question cesse d'être seulement judiciaire. Elle devient clinique et profondément politique. Il faut ici être très clair. Le trauma n'est pas seulement ce qui est arrivé, il est ce qui n'a jamais pu être reconnu, jamais pu être adressé à un autre, jamais pu être transformé psychiquement. Judith Herman, psychiatre américaine spécialiste du psychotrauma, nous explique que le trauma ne se définit pas forcément par l'événement, mais par l'absence de réponse humaine suffisante autour de cet événement. Ce qui traumatise durablement, ce n'est pas seulement la violence subie, c'est l'isolement, le silence et l'absence de témoins fiables. Dans les trajectoires que nous avons traversées, le trauma n'a pas été ignoré par les sujets, il a été porté, organisé, contenu. Ces femmes ont survécu longtemps, parfois très longtemps, mais survivre n'est pas guérir. La société confond trop souvent adaptation et élaboration, fonctionnement et apaisement, silence et résolution. Or, ce qui n'est pas transformé psychiquement ne disparaît pas, il agit. Et il agit d'autant plus violemment qu'aucun espace institutionnel, que ce soit un espace psychiatrique, thérapeutique ou social, ne vient faire tiers. Ce n'est pas un échec individuel, c'est un manque de soins structurels, un manque de lieux où déposer sans être jugé, un manque de temps long, un manque de psychiatrie pensée autrement que dans l'urgence ou la contrainte. On intervient souvent trop tard, quand l'acte est déjà là, quand il ne reste plus que la justice pour répondre. Mais la clinique, elle, travaille avant, dans l'invisible, dans le lent, dans ce qui ne fait pas événement médiatique. Et c'est précisément cet espace-là que la société laisse se déliter.
Quand le soin fait défaut, quand il n'y a pas de lieu pour déposer, pas de temps pour élaborer, pas de tiers pour transformer, quelque chose se joue dans le silence. Le trauma est porté seul, la souffrance s'organise en solution de survie, et tant que ça tient, la société regarde ailleurs. Mais le jour où l'organisation s'effondre, le jour où l'acte surgit, tout change brutalement. Ce qui n'avait jamais été regardé devient soudainement exposé. La société arrive alors en retard, non pas avec du soin, mais avec du regard, du commentaire, du récit. Et ce récit-là ne vise pas à comprendre, il vise à donner du sens rapidement, à rassurer, à refermer. C'est là que les médias entrent en scène. Ils arrivent après l'acte, quand il n'y a plus rien à prévenir, plus rien à contenir, plus rien à transformer. Ils racontent, ils nomment, ils titrent. Mais ce qu'ils racontent n'est pas la clinique, c'est une histoire, une cause simple, une figure. Là où la clinique ouvre des questions, le récit médiatique les ferme. Il remplace le temps long par une explication courte, le trajet par un déclencheur, la complexité par une étiquette. Et surtout, il évite soigneusement une question dérangeante. Où était le soin avant? Où étaient les lieux de dépôt? Où était la psychiatrie dans ces trajectoires-là? Alors on parle de liaison, de manipulation, de monstruosité, de femmes contre nature. Parce que ces récits ont une fonction, protéger la société de ce qu'elle ne veut pas voir. Et c'est à partir de là qu'il faut regarder de près ce que les médias font au crime féminin. Il faut maintenant nommer cet autre acteur, un acteur puissant, un acteur qui ne soigne pas, qui ne contient pas, qui ne transforme pas, le récit médiatique. Dans Fait entrer l'accusé, l'épisode consacré à Bettina Beau porte ce titre, Liaison fatale. Ce titre suggère une chose, ce serait la liaison qui aurait tué. Il efface des années d'endurance, une identité construite sur la tenue, un effondrement progressif, une absence totale de lieu de dépôt. La liaison devient la cause, alors qu'elle n'est au mieux qu'un déclencheur tardif. Avec Manuela González, le récit médiatique va plus loin. Il surnomme la veuve noire de l'Isère. Ce n'est pas un récit, c'est une condamnation symbolique. Le surnom efface le clivage, la dissociation, la solitude psychique, le trauma non reconnu. Tout devient manipulation, tout devient intention. La clinique disparaît derrière le mythe. Avec Aileen Wuornos, le récit devient mythologique, la demoiselle de la mort. Une figure de conte noir, une créature. Le mythe protège la société. Si elle est un monstre, alors le monde n'a rien à se reprocher. Pauvreté, prostitution, violence systémique, tout disparaît derrière la légende. Liaison fatale, veuve noire, demoiselle de la mort. Trois récits différents, une seule opération, remplacer la clinique par une histoire. Le récit ferme la question, la clinique l'ouvre. Et en fermant la pensée, le récit empêche aussi toute prévention réelle. Le récit médiatique ne cherche pas seulement à expliquer vite, il cherche à retenir l'attention. Du choc, du spectaculaire, de l'émotion continue. Sur certaines chaînes d'information continue, comme BFM TV, avec des formats comme Ligne Rouge, le crime devient un contenu, une série, un feuilleton, un objet d'audience. On parle pendant des heures sur des plateaux, avec des images qui tournent en boucle, des experts invités dans l'urgence, des analyses répétées, mais rarement pensées. L'information circule, mais la réflexion, elle, n'a pas de place. Ce rythme-là ne permet pas de penser l'avant. Il empêche de revenir sur le temps long. Il efface toute question de responsabilité collective. On commente l'acte, on scrute le visage, on dissèque le moment. Mais on ne parle presque jamais de ce qui a marqué avant. Le soin, le suivi, les lieux de dépôt, la psychiatrie absente ou inaccessible. Le sensationnalisme a une fonction. Il maintient la sidération. Et une société sidérée n'a pas à se poser de questions sur elle-même. Elle peut s'indigner, s'émouvoir, condamner, mais elle n'a pas à se demander ce qu'elle aurait pu faire autrement. En fermant la pensée, le récit empêche toute prévention réelle.
Parce qu'à force de raconter, on évite de regarder ce qui aurait pu soutenir avant. Le problème n'est alors plus ce qu'on dit après l'acte, mais ce qui a manqué bien avant. Et ce manque-là n'est ni symbolique ni abstrait, il est très concret. Il s'appelle le soin, il s'appelle la psychiatrie. Quand on regarde ces trajectoires sur le temps long, une chose frappe. Il n'y a pas trop de psychiatrie, il n'y en a pas assez, ou trop tard, ou uniquement dans l'urgence. Et ce manque n'est pas abstrait, il est aussi financier. La psychiatrie est depuis longtemps le parent pauvre de la santé. Moins de moyens, moins de temps, moins de lits, moins de professionnels. Une discipline sommée de gérer l'extrême avec des ressources minimales. La société fonctionne alors comme si le soin psychique devait être demandé clairement, formulé et conscient, comme si la souffrance devait savoir parler pour mériter un investissement. Or, précisément, ce dont nous parlons ici, ce sont des femmes qui n'ont pas les mots, des femmes pour qui la souffrance n'a jamais pris la forme d'une plainte, mais celle de l'endurance. Elles tiennent, elles fonctionnent, elles assurent. Et tant qu'elles tiennent, elles disparaissent des radars. Le système déjà sous-doté n'a ni le temps ni les moyens d'aller vers celles qui ne crient pas. C'est là que le problème devient plus complexe encore, parce qu'une femme clivée ou une femme qui tient ne se présente pas comme une femme en souffrance. Elle ne déborde pas, elle ne se plaint pas, elle ne demande pas. Au contraire, elle est perçue comme solide, fiable, autonome, adaptée. Elle fonctionne. Cliniquement, ce sont précisément ces femmes-là que le système ne sait pas ou ne peut pas repérer. Pourquoi? Parce que le clivage protège l'apparence et que l'endurance masque l'épuisement. Une femme clivée ne dit pas je vais mal, elle dit ça va. Elle le dit sincèrement, parce que la partie qui souffre n'a pas accès à la parole. Une femme qui tient ne dit pas j'ai besoin d'aide, elle dit je gère, parce que tenir est devenu sa manière d'exister. Ce ne sont pas des femmes silencieuses, ce sont des femmes efficaces. Et c'est précisément cela qui les rend invisibles. On pourrait pourtant repérer des signaux faibles, pas des symptômes spectaculaires, des désajustements, une fatigue chronique n'a jamais nommée, une hyperresponsabilité constante, une incapacité à demander, une vie sans plainte mais sans joie, une rigidité dans il le faut, une peur diffuse de s'arrêter. Rien de tout cela ne fait urgence, rien de tout cela n'alerte. Et pourtant, c'est exactement là que la psychiatrie devrait pouvoir intervenir. La psychiatrie, dans son sens le plus noble, n'est pas là seulement pour répondre à la crise. Elle est là pour faire bord, pour accueillir ce qui ne peut pas encore se dire, pour transformer l'expérience brute avant qu'elle ne devienne agissante. Mais aujourd'hui, elle est contrainte par le manque de moyens, saturée par l'urgence, privée du temps long et aveugle, malgré elle, à celle qui fonctionne trop bien. Tant qu'une femme tient, elle ne rentre pas dans les cases, elle n'alerte personne. Et quand elle s'effondre, il est souvent déjà trop tard pour autre chose que la justice. Le problème n'est donc pas que ces femmes cachent leur souffrance, le problème c'est que notre système sous-financé, débordé, centré sur l'urgence, attend qu'elles débordent pour la reconnaître. On ne passe pas à côté de ces femmes parce qu'on ne les voit pas, on passe à côté parce qu'on confond fonctionner et aller bien. Et puis, il y a des femmes pour qui le problème n'est même pas l'invisibilité, des femmes que la société voit mais qu'elle ne reconnaît pas comme des sujets à soigner. Des femmes comme Aileen Wuornos aux États-Unis. Aileen n'a jamais été une femme qui tenait. Elle n'a jamais été une femme intégrée, jamais une femme valorisable. Pauvreté extrême, violences répétées, prostitution, exposition constante au danger. Son corps n'a jamais été protégé, sa parole n'a jamais été reçue, sa souffrance n'a jamais été considérée comme digne de soins. Et c'est là une autre vérité dérangeante. Certaines femmes ne sont pas ignorées par l'oubli, elles sont ignorées par hiérarchie sociale. La société trie. Elle soigne plus volontiers ce qui ressemble à elle, ce qui fonctionne, ce qui travaille, ce qui s'intègre. Mais quand une femme est trop pauvre, trop marginale, trop abîmée, trop dérangeante, elle sort du champ du soin avant même d'y entrer. Dans cette trajectoire-là, il n'y a pas seulement un manque de psychiatrie, il y a une indifférence structurelle. Le message implicite est simple, ta vie ne mérite pas d'investissement. Alors le corps devient un champ de bataille, la violence devient un mode de survie,
et l'acte surgit non pas comme une transgression, mais comme l'ultime langage disponible. Ce n'est pas que la société n'a pas vu, c'est qu'elle a regardé sans se sentir responsable. Qu'elles soient trop solides pour inquiéter ou trop marginales pour compter, ces femmes partagent la même chose, l'absence radicale d'un monde qui prend soin. Depuis quelque temps, on parle beaucoup de santé mentale, ce n'est pas un hasard. La société déborde de faits divers, des passages à l'acte de plus en plus violents, des adolescents qui frappent, qui tuent, parfois jusqu'à la mise à mort. On dit que ça explose, mais en réalité, ça débordait déjà. Ce qui surgit aujourd'hui dans l'espace public, ce sont des actes qui disent une chose simple. Il n'y a plus assez de lieux pour contenir. Quand les cadres lâchent, quand les institutions n'absorbent plus, quand le soin manque, la violence devient un langage. Ce que nous appelons aujourd'hui crise de la santé mentale est peut-être surtout une crise de la contenance collective. Et dans ce débordement général, le crime féminin ne fait pas exception. Il est un révélateur particulièrement dérangeant. Quand une femme tue, ce n'est pas seulement un fait divers. C'est une question posée à toute la société. Une question sur ce que nous attendons des femmes, sur ce que nous tolérons qu'elles portent, sur ce que nous refusons de voir tant qu'elles tiennent. Qu'elles aient tenu trop longtemps, qu'elles aient clivé pour survivre, ou qu'elles aient été abandonnées dès le départ, ces trajectoires disent toutes la même chose. Il n'y avait pas de bord, pas de lieu pour déposer, pas de soins suffisamment tôt. La justice juge un acte, c'est nécessaire. Mais la clinique, elle, interroge ce qui a précédé, ce qui a manqué, ce qui n'a pas été pris en charge. Le crime féminin dérange parce qu'il fait tomber une fiction, celle d'une société qui prendrait soin avant de punir. Il nous oblige à regarder non pas seulement ce que ces femmes ont fait, mais ce que nous avons laissé faire avant. Et peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi ces femmes ont tué, mais combien de temps encore allons-nous confondre tenir et aller bien? On ne devient pas dangereuse en cessant de tenir, on l'est devenu bien avant, quand tenir a été la seule option. Si cet épisode a résonné, s'il a déplacé quelque chose, alors peut-être mérite-t-il de ne pas rester seul. Partager, commenter, c'est laisser une trace. Ces histoires ont longtemps été tues, les faire circuler, c'est déjà refuser l'effacement. Merci d'avoir écouté Clinique du crime. À très bientôt. Chaque mardi, un nouvel épisode.